Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon mardi. Pour le cours d'aujourd'hui, on entre vraiment dans une nouvelle thématique. On a fait donc le mouvement des droits civiques. Vous avez vu la présentation PowerPoint, j'ai fait quelques cours là-dessus. Et là, cette fois-ci, on revient dans le cadre de l'histoire du Québec. Il y a quelques jours, c'était la Révolution tranquille. On a parlé aussi de la montée du nationalisme. On a parlé aussi des lois linguistiques, donc de la question, dans le fond, de la langue d'enseignement jusqu'à la loi 101. Donc, on a parlé aussi de la langue d'affichage, de la langue de travail, bon, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va traiter de façon plus générale du nationalisme, mais clairement dans la question aussi de la montée de l'indépendantisme québécois et de la montée également d'un groupe qui s'appelle le Front de libération du Québec. Donc un groupe, il faut le dire, terroriste en fait, qui utilisait des moyens violents pour faire la promotion de cette idée-là de l'indépendance du Québec. Et on va voir dans le fond le point culminant de ça qui est octobre 70, ce qu'on a appelé la crise d'octobre. Avant de se rendre là, il faut commencer par parler du contexte général. À partir des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout un mouvement qu'on appelle la décolonisation. C'est un mouvement essentiellement qui mène des anciennes colonies à souhaiter obtenir leur indépendance des métropoles et des empires coloniaux qui les ont, dans le fond, maîtrisés et qui les ont dominés pendant tellement de décennies, voire des siècles. On peut penser à l'Inde, notamment, qui est un des premiers pays qui va obtenir son indépendance de l'Angleterre. Même chose pour le Pakistan également. Donc on parle de 1947 dans ces deux cas-là. On peut penser au Sénégal, on peut penser, ça c'est au début des années 60, on peut penser au Kenya, on peut penser à toutes sortes de pays comme ça. Également l'Algérie, et la raison pour laquelle je le mentionne, l'Algérie qui va, dans le fond, par des moyens armés, et par le biais d'un groupe qu'on appelle le FLN, le Front de libération nationale, va dans le fond tenter de repousser les Français et vont obtenir leur indépendance en 1962. C'est pas anodin parce que beaucoup de Québécois vont s'inspirer à la fois des techniques et de l'idéologie du FLN pour créer le FLQ, le Front de libération du Québec. Autre chose également, donc, dans les années 60, le nationalisme, il n'est pas uniquement, disons, l'apanage du groupe du FLQ. On peut dire que certains mouvements politiques, dont le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault et André d'Allemagne, va également être les porte-paroles de cette montée-là de l'indépendantisme. Mais il y a plus que ça. Rappelez-vous, même au niveau provincial, même au niveau du Parti libéral, sans aller jusqu'à l'indépendantisme, il y a clairement un nationalisme. Jean Lesage parle de l'État québécois, il parle dans le fond de la nation québécoise, et il y a toutes sortes de gestes qui vont être posés. Notamment dans les années 60, l'abolition du Sénat québécois. Il y avait deux chambres, la Chambre haute et la Chambre basse. Et en même temps qu'on fait ça, on renomme le Parlement québécois l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'une seule province où on désigne le Parlement québécois comme étant l'Assemblée nationale, c'est le Québec, parce que c'est le siège essentiellement d'une nation qui est différente des autres provinces. Alors tout ça se fait dans les années 60, et je vous rappelle, je vous ai déjà parlé de la commission Laurando-Dunton, la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Non seulement on remarque à Ottawa, au fédéral, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait cette montée-là du nationalisme du côté des Québécois, mais on est très conscient également que c'est un sapristi de défi, c'est même une crise d'unité nationale. Si on ne répond pas à ça adéquatement, ça pourrait briser l'unité du pays. Alors, c'est la raison notamment pourquoi on va engager les trois colombes, Trudeau, Marchand, Pelletier, donc des Canadiens français dans des postes bien en vue. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, à terme, en 1968, c'est Trudeau, dans son premier mandat de premier ministre, qui va passer la loi sur les langues officielles et qui va faire techniquement du Canada un pays officiellement bilingue. Bon, tout ça étant dit, qu'en est-il de, disons, l'insatisfaction, mais surtout, dans le fond, qu'en est-il de cette vague-là grouillante un peu de gestes, de rupture, de gestes, dans le fond, violents? Il faut comprendre qu'une des raisons pour lesquelles le FLQ est aussi actif dans les années 60, c'est un peu pour provoquer des changements.
Il y a de ces gestes-là qui entrent comme des vols de banque pour financer leurs actions. Il y en a qui sont plus, je vous dirais, symboliques et dans le fond moins visés vers la personne. C'est carrément de faire exploser des boîtes aux lettres à Westmount. Donc, ça frappe un peu l'imaginaire. C'est une façon, dans le fond, de faire des coups d'éclat, mais on s'en prend plus à la propriété privée qu'on s'en prend vraiment à la vie humaine. Il faut quand même le noter, le FLQ va être responsable au total de 2 meurtres dans le fond, de 2 enlèvements également. Donc, c'est pas complètement bon enfant comme organisation. C'est pas non plus un carnage complet, et ça explique la raison pour laquelle, pour beaucoup de Québécois, jusqu'à octobre 70, il y a une forme de sympathie vis-à-vis du FLQ. Pas de façon généralisée, mais quand même dans certains milieux. On trouve que ce sont des jeunes, que ce sont des figures un peu de rebelles. On les associe à Che Guevara, par exemple. On trouve que certains, le fond de ce qu'ils demandent est quand même justifié. Donc, il y a quand même un certain appui au sein de la population. La raison pour laquelle ça va précipiter également la crise d'octobre, c'est qu'il faut comprendre que le Parti québécois de René Lévesque, qui a quitté donc le Parti libéral en 1966 pour fonder en 68, en fait en 66 il fonde le Mouvement pour la souveraineté association, et en 1968 ça devient le Parti québécois avec la fusion avec 2 autres partis indépendantistes, le RN et le RIN, Rassemblement national et le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et donc, M. Lévesque va se présenter pour la première fois aux élections en 1970 sous la bannière du PQ. Il obtient 23% des votes, mais n'a que 7 députés sur 108. On a déjà parlé des distorsions de notre système parlementaire britannique. Là, c'en est un bel exemple. Alors, pour beaucoup, c'est la preuve que le système, en fait, est dysfonctionnel, que le système ne fait que favoriser des groupes qui sont fédéralistes, en fait, donc que ce soit l'Union nationale ou le Parti libéral. Alors à ce moment-là, ça va faire monter un peu la grogne et ça va essentiellement précipiter ce qui va se produire en octobre 1970. Ça va faire l'objet de notre cours de demain. Donc, on parlera plus en détail de la séquence d'événements d'octobre 1970, qu'on a appelé la crise d'octobre, la réponse de Robert Bourassa, la réponse aussi du maire Jean Drapeau, surtout la réponse de Pierre Elliott Trudeau. Et quand je vous ai dit récemment que le fils, Justin Trudeau, a probablement beaucoup de réticence à invoquer la loi sur les mesures d'urgence actuellement, parce que c'est très similaire à la loi sur les mesures de guerre, ben c'est l'histoire qui se répète d'une certaine manière. Un Trudeau qui referait, dans le fond, ça passerait plus difficilement au Québec. Il y a des gens qui sont encore en vie et qui ont encore la mémoire longue, qui se souviennent que ce que Trudeau a fait en 70, ça reste controversé pour dire le moindre. Dernière chose, on va juste parler un petit peu, 1 minute d'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la saga des masques fournis par la compagnie 3M. Donald Trump a indiqué à cette compagnie-là de ne plus exporter de masques vers le Canada. Et le PDG de cette multinationale-là a même dit lui-même, non, pour des raisons humanitaires, on veut continuer et on en a assez pour les envoyer à la fois au Canada et en fournir pour les États-Unis. Et Trudeau a eu une réaction assez intéressante cette fois-là. Il a dit, écoutez, ça marche dans les 2 sens. Hein. Si vous cessez certaines exportations vers le Canada, nous, on a notamment des infirmières et du personnel de santé qui sont dans l'axe Windsor-Détroit, qui, dans le fond, traversent la frontière à tous les jours de Windsor au Canada vers Détroit aux États-Unis. Et vous avez besoin de ce personnel médical-là. On pourrait très bien dire, non, vous restez de notre côté puis vous aidez le système de santé canadien à partir de maintenant. Ça se joue à 2. Évidemment, il y a le géant américain et il y a, disons, un peu plus le Canada qui est un peu un petit enfant dans ce contexte-là. Mais j'ai bien apprécié la réaction de M. Trudeau de dire quand même, ça se joue à 2 ce jeu-là et vous êtes mieux de ne pas rentrer dans cette dynamique-là. Ça m'a beaucoup fait penser également à son père, parce que son père avait vraiment, disons, une position très affirmée face aux États-Unis. Je vous donne juste 2 exemples bien rapidement. Le premier, c'est le fait qu'il n'a jamais embarqué dans l'embargo économique face à Cuba.
Même si, dans le fond, Lyndon Johnson et par la suite Richard Nixon a fait pression sur lui pour faire l'embargo sur Cuba, eh bien, Pierre Elliott Trudeau en fait, avait une sympathie naturelle pour Fidel Castro. Il tenait à des relations bilatérales avec Cuba. Il appréciait le fait aussi que Castro, comme lui, ont été élevés chez les Jésuites, ont été éduqués chez les Jésuites, et c'était des amis personnels. Il y a même des photos de Fidel Castro avec un des fils, je pense que c'est Justin, mais ça pourrait être Sacha ou peut-être même Michel, mais je pense que c'est Justin ou Sacha, sur les épaules de Fidel Castro. Donc vraiment, il y a une proximité entre les deux. Et donc, Pierre Trudeau tenait à une autonomie du Canada en termes de politique internationale, et ça faisait royalement chier les Américains, je m'excuse pour le terme. Et dans ce sens-là, Richard Nixon, sur ses enregistrements, Nixon adorait enregistrer absolument tout ce qui se passait autour de lui, il était un peu paranoïaque. Sur les enregistrements de Nixon, on l'entend traiter Trudeau that son of a bitch Trudeau, tellement il trouvait qu'il était plutôt effronté. Alors que le fils commence à faire une petite menace vis-à-vis de Trump, ça me rappelait un peu du père et, disons, de ses bons côtés. Envoyez-moi vos questions d'ici à jeudi. Entre-temps, il fait super beau aujourd'hui. S'il vous plaît, de grâce, pointez-vous le nez dehors, profitez du soleil un peu et écoutez, passez une excellente journée. Ça va bien aller. Salut!